Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être aussi nombreux à suivre notre second webinaire de la 2D à la 3D en Vectorworks. La série de capsules vidéo que vous allez voir a pour vocation de vous aider à passer plus facilement de la 2D à la 3D en Vectorworks. L'agenda de ce jour. Aujourd'hui, le thème du webinaire sera modéliser son projet, partir sur de bonnes bases. Nous désirons par ce webinaire vous faire gagner du temps, corriger les erreurs de débutants, accélérer le processus de création et de conception. Présentation de l'équipe BIM de ce jour. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter l'équipe qui compose le webinaire de ce jour. Il y a avec moi Anaïs Gobi, Adam Chekir et David Lecomte, et moi-même, Olivier Hitt. Je serai disponible tout au long de ce webinaire pour les renseignements de type commerciaux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat. Pour la partie pratique et technique de ce webinaire, je vous signale donc que la plateforme Zoom est équipée d'un chat qui vous permet de poser vos différentes questions, que ce soit pratique ou technique. Durant le webinaire, nous répondrons dans la mesure du possible à ces questions via ce chat. Et pour les questions plus spécifiques, nous vous proposons de reprendre contact avec vous dans un second temps. En fin de séminaire, nous vous laisserons aussi nos coordonnées et une adresse email pour répondre à ces questions. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez donc le revoir à volonté. À la fin de chaque épisode, un email vous sera envoyé avec un lien vers l'épisode enregistré et aussi un lien vers le fichier Vectorworks utilisé lors de la présentation. Ceci vous permettra de vous entraîner, nous l'espérons. À ce stade, nous vous demandons de couper vos microphones et vos caméras et il est temps pour moi de passer la parole à ma collègue Anaïs. Anaïs, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. Alors, bienvenue donc sur Vectorworks. Donc, pour ce second épisode de notre série de webinaires. Comme j'ai pu le dire juste à l'instant, aujourd'hui, donc, ce second épisode est la première partie d'un exercice qui va être composé aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons réaliser donc ce petit projet d'habitation grâce aux outils d'architecture qui vous sont proposés sur Vectorworks. Avant toute chose, donc, nous voici avec un fichier vierge, donc un modèle BIM-BE, comme nous avions pu en parler la semaine dernière. Je vais mettre en mode invisible le calque Canva afin que nous travaillions dans un fichier bien vierge. Donc, la première chose, avec l'outil mur, nous allons voir quelques spécificités et quelques astuces supplémentaires par rapport à son utilisation. La semaine dernière, nous avions déjà évoqué donc, la ligne d'insertion, donc, qui nous permet de déterminer par rapport à quelle ligne notre mur va s'insérer. Donc, je voulais vous montrer par rapport ici, donc on a la ligne d'insertion sur le bord gauche. Cette ligne d'insertion, on voit que des petits points rouges symbolisent les clics, donc on a notre premier clic. Et pour terminer le mur, on doit faire un double clic. Et si je zoome, on voit bien qu'en pointillé rouge, on voit la ligne d'insertion symbolisée et que mon curseur se place bien sur le bord gauche de mon mur. La seconde chose, lorsque l'on utilise l'outil mur, c'est donc le rapport de la ligne d'insertion par rapport au mur. Donc si c'est par rapport à l'ensemble du mur ou uniquement par rapport au composant principal. Cette notion de composant principal, nous allons y revenir très prochainement aujourd'hui. Avant cela, nous avions aussi également vu le mode de dessin. Donc si on dessine en mode polygone
ou en mode rectangle pour directement dessiner 4 façades à la fois. Ce que nous n'avions pas vu en détail la semaine dernière et sur lequel je vais passer un peu plus de temps aujourd'hui, c'est le style de mur. Donc, lorsque l'on utilise un outil, nous allons régulièrement tomber sur la notion de style ou de ressource. Ici, nous avons donc un style de mur qui nous est proposé. Tout de suite, dans la bibliothèque Vectorworks, les bonnes bibliothèques qui concernent cet outil vont être ouvertes. Vous allez vous retrouver avec plein de différentes bibliothèques proposées par défaut. On ne voit pas tout de suite la différence entre ces bibliothèques. Ce qu'il faut retenir, c'est que celle que l'on va utiliser, c'est la bibliothèque BIM-BE, donc les styles de mur BIM-BE. Pourquoi utiliser cette bibliothèque en priorité? Eh bien, c'est parce que tous les murs qui sont référencés ont déjà été préalablement paramétrés. J'avais remarqué, donc ils ont déjà été préalablement paramétrés pour fonctionner au mieux avec le modèle de fichier BIM-BE. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va préférer utiliser cette bibliothèque-ci. Sinon, on ne pourra pas profiter de tous les paramètres qui sont déjà faits et établis pour nous faire gagner du temps. Cette bibliothèque, donc, je peux la retrouver en utilisant directement l'outil mur, mais je peux la retrouver dans mon gestionnaire de ressources. Alors, le gestionnaire de ressources, c'est une notion qui est très importante. Alors, je vais juste cacher ici les notifications Zoom et je reprends. Donc, le gestionnaire de ressources, c'est une notion qui est très importante sur Vectorworks. On voit ici que je l'ai déjà ouvert, mais s'il n'est pas ouvert lorsque vous ouvrez Vectorworks, il y a deux moyens d'y accéder. Le premier moyen, c'est d'aller dans le menu Écran, ensuite de se diriger vers les palettes et de vérifier si le gestionnaire de ressources est bien ouvert ou non. Ici, il n'est pas ouvert, il n'y a pas le petit V à côté. Le second moyen, c'est simplement d'utiliser le raccourci CTRL-R ou Command-R sur Mac. Une fois que le gestionnaire de ressources est ouvert, on va se retrouver avec donc une fenêtre assez grande et on va devoir apprendre un peu à naviguer dans ce gestionnaire. La première chose, c'est ici, on a accès à différentes bibliothèques. Les bibliothèques qui vont nous intéresser, ce sont la bibliothèque Vectorworks et nos favoris. Il n'y a que cela qu'on va activer aujourd'hui. La bibliothèque Vectorworks, donc ce sont toutes les ressources qui vous sont proposées dès le départ dans le logiciel. Nous ne vous conseillons pas de rechercher des ressources via le gestionnaire de ressources parce que c'est un petit peu un labyrinthe à l'intérieur et ça vous prendra plus de temps qu'autre chose. Ce que l'on va plutôt opter, c'est lorsque l'on utilise un outil de rechercher via l'outil les ressources qui nous intéressent. Vous voyez que là, avec l'outil mur, c'est directement le bon dossier qui est ouvert. Si je souhaite retrouver donc mon dossier, ma bibliothèque BIM-BE dans mon gestionnaire de ressources, on voit que j'ai l'option localiser dans le gestionnaire de ressources qui est disponible. Ici, donc, quand je retourne dans mon gestionnaire de ressources, on voit que dans la bibliothèque Vectorworks, tous les dossiers se sont ouverts correctement pour que je retrouve finalement la bonne bibliothèque, ici BIM-BE. Et ce n'est que à partir du gestionnaire de ressources que vous allez pouvoir faire un clic droit sur cette fameuse bibliothèque
et l'ajouter aux favoris. Il va me demander si je souhaite le placer tel quel ou sous un sous-dossier. Là, je fais annuler parce que je l'avais déjà placé dans mes favoris. Et donc ici, je retrouve facilement les bibliothèques avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler ou éventuellement plus tard les bibliothèques que j'aurais moi-même créées avec les styles et ressources eh bien, qui me conviennent. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour du gestionnaire de ressources. Et on va enfin pouvoir dessiner un mur. Ici, donc, je peux sélectionner une ressource depuis la bibliothèque favori. Ou éventuellement, ici, si j'avais déjà un style importé sur mon fichier, celui qui est ouvert, je pourrais directement l'utiliser. Ici, je n'ai rien apporté encore, donc je vais sélectionner un style au hasard, je clique dessus et maintenant je vais pouvoir dessiner avec. Alors là, je suis toujours en mode rectangle, je me remets en mode polygone. Pour dessiner un mur, donc, on a le premier clic qui place la première position. Et pour terminer ce dessin, il va falloir que je fasse un double clic. Si je ne fais pas un double clic, je vais simplement continuer à dessiner. Si je veux terminer le dessin correctement, il va falloir que je replace correctement le dernier point sur le point de départ. Si je fais bien attention à cela, les composants de mon mur vont correctement se joindre les uns aux autres sans souci. La convention sur Vectorworks, c'est de dessiner, surtout quand on est en mode polygone, de dessiner dans le sens horloger. De cette manière, c'est bien le composant qui est censé être à l'extérieur. Ici, on a un parement de briques qui se retrouve à l'extérieur donc, de mon dessin. Si jamais je devais dessiner dans le sens anti-horloger, on voit que c'est bien le composant, donc le parement de briques se retrouve à l'intérieur. Si jamais on a dessiné dans le sens anti-horloger, ça ne pose pas de souci outre mesure, il suffit de resélectionner l'ensemble de mes murs. Je me retourne vers ma palette Info Objet et j'ai l'option Inverser les faces. Et en cliquant, voilà, simplement mes parements de briques maintenant sont du bon côté. Alors, j'enlève tout. Maintenant, on va continuer avec le mode de dessin rectangle. Alors, le mode de dessin rectangle, au début, on peut se dire que ça n'avance pas à grand-chose si on doit à chaque fois découper et réassembler les murs avec d'autres outils. Mais il y a des astuces pour, au contraire, gagner beaucoup de temps. La première chose que l'on va observer avant d'expliquer ces astuces, c'est lorsque on est en train de dessiner un mur et que l'on passe notre souris sur des murs existants, ceux-ci vont être en surbrillance rouge. C'est parce qu'il y a la jointure automatique des murs qui est bien active sur mon logiciel pour l'instant. Cela implique que lorsque je vais dessiner, eh bien, les composants vont correctement se lier les uns aux autres. Ils vont prendre en compte donc l'ancien dessin lorsque je vais faire des nouveaux murs. Cette jointure automatique des murs, vous allez pouvoir voir si elle est bien active. Ici, à droite, en haut, dans la barre supérieure, on voit qu'on a accès à différentes options, dont certaines qui nous permettent d'afficher ou de désactiver certaines options. Ici, on a déjà la jointure automatique des murs qui est active et je peux le voir. Si jamais vous ne trouvez pas cette icône jointure automatique des murs, il vous suffira de cliquer sur la flèche ici
est de bien vérifier que l'icône est affichée. Donc là, je vais la désafficher. On voit que je n'y ai plus accès. Par contre, ça n'enlève pas le fait que c'est bien actif. Donc, je vais réafficher cette option jointure automatique des murs et je vais désactiver cette option. Maintenant que je vais redessiner, vous voyez qu'il n'y a plus de surbrillance rouge. Et si je dessine, eh bien, tout simplement, il n'y a pas de connexion automatique qui sera faite. Je vais réactiver ceci. Et je vais vous montrer une autre astuce qui est d'utiliser la touche Alt eh bien, pendant que vous dessinez donc, vos murs, notamment avec le mode rectangle. Je viens donc de faire mon premier clic et j'arrive donc sur une zone qui va être en surbrillance rouge. Si avant de faire mon deuxième clic, je maintiens bien la touche Alt, eh bien, automatiquement, on va dire que le surplus de mur ou la partie de mur à l'intérieur de mon nouveau dessin va être découpé, va être enlevé. Si jamais je n'avais pas cliqué sur la touche Alt auparavant, mais que je souhaite quand même enlever une partie du mur, je peux tout simplement aller dans les outils de base et cliquer sur la paire de ciseaux, donc l'outil tailler. Et ce dernier va automatiquement enlever la partie qui lui paraît surfaite. Et donc ici, je vais pouvoir enlever la partie de mur qui ne me convient pas. À nouveau, ici, j'ai une partie de mur qui est dans le mauvais sens. Donc j'ai le parement qui est vers l'intérieur. Si je clique sur inverser les faces dans la palette info objet, ce souci est réglé. Donc, on a vu avec la touche Alt que je pouvais faire dans un sens, mais ça marche aussi donc, dans l'autre sens, toujours avec la touche Alt avant d'appliquer mon second clic. Et je modifie facilement donc l'allure de ma façade, en l'occurrence. Donc, je supprime tout ça. La chose suivante que nous allons regarder, alors je vais placer quelques éléments. Donc ici, nous avons différents murs qui ont été dessinés. Alors, je ne veux pas faire de sauvegarde, non merci. Alors, nous avons différents éléments qui ont été dessinés. Si je veux relier ces murs les uns aux autres plus correctement, nous l'avions déjà un petit peu vu la semaine dernière, mais nous allons pouvoir utiliser l'outil jointure de mur. On va sélectionner le type de jointure qui correspond. Ici, en premier, je vais utiliser la jointure en L et je vais sélectionner mon premier mur. La première chose à laquelle il va falloir faire attention dans ce cas-ci, c'est que l'endroit où je vais cliquer va avoir de l'importance sur la manière dont le mur va se redimensionner. Si je clique de ce côté-ci, il va se redimensionner de manière à ce que le L se fasse de ce côté-là. Si je clique bien de mon côté, le L va se faire du côté sélectionné. Le second type de jointure, c'est la jointure en T. Donc ça, c'est un type de jointure que nous avions déjà vu auparavant, qui est assez classique. Et ça nous permet de redimensionner le mur ici facilement. Je vais en profiter pour porter l'attention sur le fait, bien sûr, quel composant est lié principalement entre les deux murs. Ici, le composant qui a la priorité sur tous les autres, eh bien, c'est le composant porteur, en tout cas qui a été mis comme composant principal, qui est lié et qui prend la priorité par rapport aux autres.
qu'est-ce que c'est que cette histoire de composant principal? Lorsque je fais un clic droit sur mon mur, je vais pouvoir aller dans éditer le style de mur. Je pourrais aussi aller donc dans mon gestionnaire de ressources, retrouver le style de mur, faire un clic droit dessus et demander à l'éditer. C'est également possible. La plupart du temps, on va simplement faire un clic droit sur le mur en question et demander à éditer le style. Dans le style de mur, nous allons retrouver beaucoup de paramètres. Déjà, en premier, on va retrouver le nom de ce style, ensuite quel type il appartient, et surtout, nous allons apercevoir tous les composants qui lui appartiennent. Donc leur nom, leur fonction, leur classe, etc. Si je souhaite éditer tous ces paramètres par rapport aux composants de mes murs, je vais pouvoir cliquer sur le composant en question et demander à l'éditer. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Là, je vais apercevoir le nom de mon élément, quelle est sa fonction. Donc, on a des fonctions portantes, isolantes, finition interne, finition externe, etc. Et ici, on va pouvoir voir à quelle classe il appartient. Donc, les classes, comme nous avions pu le voir la semaine dernière, nous permettent d'organiser nos données et donc les paramètres aussi, les attributs graphiques. Nous n'allons pas rentrer plus en détail là-dedans. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est le fait d'utiliser un matériau. Le fait d'utiliser un matériau directement va nous permettre de tout de suite attribuer des attributs graphiques, mais également des attributs physiques afin de pouvoir faire des calculs énergie. Nous avons donc ici l'épaisseur de notre matériau et surtout, il va falloir s'intéresser régulièrement à quoi se raccroche le matériau en question, donc le haut du composant et le bas du composant. Je vais y revenir tout de suite. Pour l'instant, nous savons que cela existe et qu'il va falloir nous pencher là-dessus lorsque nous allons créer nos propres styles de mur. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pour l'instant, nous allons juste cliquer sur OK. Et nous allons revenir à la question de base. Quel est le composant principal? À quoi cela correspond? Le composant principal d'un style de mur, eh bien, c'est ici que vous allez le déterminer. Je pourrais tout à fait dire que le composant principal est l'isolant et non pas la paroi en béton. Je vais éditer mon style de mur. Ici, il n'y a pas de mise à jour qui a été faite, mais si je redessine le même mur et que je redemande à faire une jointure des murs de la même manière que tout à l'heure, ici, ce n'est plus le béton qui a la priorité pour se lier aux autres matériaux, mais c'est bien l'isolant qui a la priorité. On pourrait être tenté de mettre les isolants en composants principaux pour résoudre tous nos problèmes de pont thermique. Ce n'est pas ce que nous allons conseiller. Ce que nous allons conseiller, donc je vais retourner dans l'édition du style de mur, c'est bien de garder comme composant principal l'élément porteur. Et si je souhaite éviter les ponts thermiques, je vais me tourner vers l'outil jointure de composants. Avec jointure de composants, à nouveau, je choisis le type de jointure qui m'intéresse et je vais pouvoir directement sélectionner quels composants je souhaite lier l'un à l'autre. Ici, on va faire d'isolant à isolant et on va régler donc mon petit problème de pont thermique éventuel. Chose suivante, donc on retourne avec notre outil jointure de mur et je vais utiliser le dernier mode, donc jointure en X, et je vais cliquer sur mes deux murs ici. Cela va me permettre donc de créer une jointure plus ou moins correcte et sans redimensionner les deux murs en question.
Les premiers modes, eux, ont à chaque fois redimensionné eh bien, les murs pour que la jointure fonctionne. Ici, en jointure en X, ce n'est pas le cas, il faut que les murs se croisent. La première chose que nous allons pouvoir observer, c'est que ici, mon premier mur ne fait toujours qu'un. Par contre, le second, lui, eh bien, maintenant, il fait 2. Il a été divisé. Donc, si je commence à déplacer une partie du mur, le reste ne va pas suivre. Ils ne sont plus un seul et même élément, mais ils ont été eh bien, coupés en 2. La dernière chose pour cet exercice, c'est l'extrémité de mur. Alors, grâce à l'outil extrémité de mur, je vais pouvoir eh bien, faire des extrémités un peu plus finies. Le premier mode d'utilisation, on va simplement, eh bien, d'après composant du mur, on va sélectionner le composant que l'on souhaite comme finition et on va lui demander d'arriver jusqu'à une certaine ligne ou un certain composant. Donc voilà, on a un élément qui vient d'être créé. Cet élément, dans la palette info objet, on va le retrouver comme extrémité de mur, fin dans mur. Si je supprime cet élément, l'extrémité, elle, disparaît. Ce que l'on connaît moins bien et qui est aussi intéressant, c'est que l'on peut faire des extrémités un peu plus travaillées grâce aux outils 2D. Par exemple, ici, je vais dessiner eh bien, un cercle et grâce à l'outil extrémité de mur, avec le second mode, je vais sélectionner d'abord quel est le composant avec lequel je souhaite réaliser cette finition et ensuite le dessin 2D selon lequel je veux que cette finition bien s'adapte. On voit qu'en 2D, j'ai déjà la modification. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en 3D, cette modification est également réalisée de manière propre et rapide. Le troisième mode, eh bien, c'est la même chose, simplement on va soustraire. Donc, je viens de dessiner un petit rectangle, je retourne avec mon outil extrémité de mur, et ici, je vais dans le troisième mode découper. Je sélectionne le composant concerné et la surface. À nouveau, que ce soit en 2D ou en 3D, le calcul a été fait. Si je souhaite supprimer une jointure de mur qui a été réalisée, on a vu que je pouvais simplement sélectionner ici l'élément qui a été créé et ensuite faire delete, comme pour n'importe quel objet. Mais il y a également un autre outil à votre disposition afin d'aller un peu plus vite, c'est l'outil suppression de jointure. Cette suppression de jointure, elle va nous permettre de supprimer surtout plusieurs jointures à la fois. Pour cela, je vais faire un premier clic et puis je vais réaliser un second afin de faire la sélection autour de toutes les jointures que je souhaite supprimer. La situation ne redevient pas telle qu'elle auparavant. Ici, mon mur est toujours divisé en deux. Ici, les dimensions qui ont été modifiées restent modifiées. Par contre, les jointures, elles, ont bien disparu. Une autre chose que l'on peut souhaiter faire, c'est simplement modifier la silhouette globale du mur. Pour cela, on a l'option d'utiliser les outils 2D pour dessiner cela. Ce que je vais faire ici, c'est après avoir dessiné mon rectangle, sélectionner ce rectangle et sélectionner mon mur. Les deux objets sélectionnés, je vais pouvoir faire clic droit et cliquer sur retrancher les surfaces. Il va me demander si je veux
des composants sur la gauche ou sur la droite de l'élément qui retranche le mur. Dans ce cas-ci, je ne veux aucun élément. Je vais cliquer directement sur OK. On voit qu'il y a eu modification en 2D et c'est la même chose pour la 3D. En 3D, je vais apercevoir l'allure de cet élément sculptant. Et lorsque je vais être en 2D, je vais également pouvoir retomber sur cet élément sculptant dans le mur. Si je souhaite modifier la position ou l'allure de cet élément sculptant, je peux faire un double clic sur ce dernier, modifier donc la source qui a créé cet élément sculptant, notamment ici c'est mon rectangle en 2D, et quitter ce mode d'édition. Le fait de double-cliquer sur l'élément sculptant m'a permis de rentrer dans le mode d'édition, de modifier l'élément et de revenir sur mon projet avec la modification réalisée. Une seconde chose, ici on ne va pas retrancher, mais on va ajouter une surface. Je reprends avec mon outil rectangle. Avec l'outil sélection, je vais sélectionner mon mur et mon rectangle. Je peux faire un clic droit comme tout à l'heure, ou je peux aller directement dans l'outil, dans le menu architecture et cliquer sur ajouter un élément sculptant au mur. Le plus souvent, le plus rapide, c'est de réaliser un clic droit. Et là, on va cliquer sur additionner les surfaces. Ici, par contre, nous allons bien noter quels éléments nous souhaitons. Alors, on va vouloir reprendre quels attributs de quels composants. Ici, je veux reprendre les attributs de l'élément creux, donc le vide du mur. À la gauche du composant, donc finalement de mon rectangle, j'aimerais que s'enroule la brique de parement. Sur le côté droit, par contre, je ne souhaite rien. Et je vais bien veiller à cocher cette première option, objet en tant que composant principal. Je clique sur OK. En 2D, on voit que mon rectangle reprend les caractéristiques graphiques du creux, donc du vide du mur, et que s'enroule tout autour la brique de parement. En 3D, j'ai également la modification qui a été rapidement faite. Voilà, donc là on a fait un petit tour des options et des petites astuces par rapport à l'outil mur. Nous allons commencer à dessiner notre projet. Alors pour dessiner le projet, je vais d'abord commencer par me donner quelques guides, quelques lignes d'indication pour me faciliter le travail. Et pour ça, je vais utiliser l'outil ligne de grille. Je vais me mettre dans le premier mode d'utilisation où je vais dessiner une parallèle. La première chose, donc, c'est un clic. Le premier clic va me permettre de positionner cette parallèle dans mon dessin et le second clic va me permettre à la fois d'orienter et de donner la longueur de cette ligne de repère. Tout de suite, on voit qu'elle a l'étiquette numéro 1 et en haut, on voit que la ligne suivante va bien porter le numéro 2 automatiquement. Pour dessiner les lignes suivantes, je pourrais tout simplement, grâce à la touche G, créer un repère et ensuite entrer la valeur de la distance entre ces deux lignes de grille. Mais il y a beaucoup plus simple. Je peux utiliser le mode d'utilisation ici, dupliquer, qui va me permettre de créer toute une série de parallèles par rapport à la dernière ligne que je viens de dessiner.
Alors ici, donc, je sais que je vais rentrer une valeur de 5 mètres. Je reclique pour confirmer. La valeur suivante, il va à nouveau me demander si je veux une valeur de 5 mètres. Pour entrer une valeur, je vous rappelle que c'est bien sur la touche tabulation, donc tab. Ensuite, on rentre la valeur et je clique sur Enter et ensuite je fais un clic de souris afin de valider la position de cette ligne de grille. Et là, je sais que c'est à nouveau 5 mètres. Maintenant, je vais dessiner mes verticales, mais dans cette situation-ci, je veux que ce ne soit plus une numérotation, mais bien quelque chose qui commence par A. Je dessine et on voit immédiatement que l'étiquette qui est associée à la ligne que je viens de faire s'appelle A et que la ligne suivante s'appellera B. Je reclique donc sur dupliquer pour créer ma parallèle et je vais mettre la distance requise. J'ai donc bien toutes mes lignes de repère pour m'aider à dessiner. Je les sélectionne et je me rends compte que j'avais dessiné sur le calque 00 mur. Or, je souhaite les placer sur le calque Canva. Donc, maintenant, je suis toujours sur mon calque 00 mur et je vais pouvoir dessiner mes premiers murs. Toujours avec mon outil mur. Le mode de dessin rectangle. Je vais sélectionner un mur qui m'est proposé dans la bibliothèque BIM-BE, un mur de façade. Allez, on est parti pour celui-ci. Je sélectionne un premier clic, un second, et j'ai mes 4 murs de façade. Maintenant, si je me place en vue 3D, on voit que tous mes murs possèdent déjà une hauteur. En l'occurrence, si je le sélectionne, je vois qu'il a une hauteur de 3,4 mètres. Pourquoi est-ce qu'il possède cette hauteur-là et pas une autre? Comment est-ce que ça a été paramétré pour que cela fonctionne? Eh bien, tout est lié tout est lié aux étages et au style de mur. La première chose à laquelle il faut faire attention, et pour laquelle également on vous conseille d'utiliser le modèle de fichier BIM-BE, c'est parce que tous les calques sur lesquels vous travaillez sont déjà liés à des étages, donc à des niveaux. Ici, les noms que vous retrouvez, ce ne sont que des noms de calques. Cela n'implique rien par rapport au niveau sur lequel vous dessinez. Donc, vous pourrez appeler ces calques comme vous le souhaitez, vous pouvez modifier les intitulés. Cela ne va pas changer leur niveau. Ce qui va changer, c'est si vous les liez à un autre étage ou à un autre niveau. Pour observer, modifier ou éditer les étages qui vous sont proposés sur le modèle BIM-BE, on va cliquer. En fait, il y a deux possibilités. Soit on fait un double clic sur la palette explorateur et ça va directement nous ouvrir la fenêtre organisation. Ou autrement, nous allons dans extra et on clique sur organisation. Ou encore, on a pu apercevoir qu'il existe un raccourci CTRL-MAJ-O. Ce n'est qu'à partir de cette fenêtre organisation que nous allons retrouver nos fameux étages. Donc là, nous revoyons un peu tous nos calques et on voit bien à quels étages ils sont reliés. Je retourne ici. Donc on a notre rez-de-chaussée qui a une hauteur de 0, un premier étage qui a une hauteur de 3 mètres et un deuxième qui est à la hauteur 6 mètres. Chaque étage a
également des niveaux qui en fait possèdent un décalage propre par rapport à l'étage. Par exemple, pour le niveau 00 rez-de-chaussée, qui est bien au niveau 0, nous avons des éléments, donc ici par exemple briques de parement ou construction haut ou fondation haut, on voit des distances en centimètres qui représentent le décalage qui est requis par rapport au niveau à l'étage 0. Je vais y revenir tout de suite afin de mieux vous expliquer cela. Avant toute chose, nous allons par exemple éditer la hauteur du premier étage. Pour cela, je sélectionne le premier étage, je clique sur éditer. Une fenêtre s'ouvre, je vais pouvoir, si je le souhaite, éditer toutes les valeurs de décalage qui sont par rapport à ce premier étage. Mais en l'occurrence ici, je ne vais toucher qu'à l'altitude globale de cet étage. Ici, nous sommes à 3 mètres. Eh bien, je vais mettre à 5 mètres et je vais cliquer sur OK. Une petite fenêtre va s'ouvrir en me demandant si je souhaite déplacer uniquement cet étage ou si je souhaite que tous les étages supérieurs ou inférieurs s'adaptent par rapport à cette nouvelle altitude. Pour l'instant, je vais demander uniquement cet étage. Je clique sur OK. Donc, on voit que ici, c'est bien sûr une hauteur de 5 mètres et que cela n'a pas modifié les deux autres. Je clique sur OK et on voit tout de suite que mes murs se sont adaptés et pour maintenant une hauteur bien de 5,4 m. Donc c'est ça l'intérêt d'apprendre à utiliser les étages correctement et à tout de suite essayer de se familiariser avec ce principe. C'est pour pouvoir ensuite gagner énormément de temps lorsque vous allez régler les différents niveaux, de ne pas devoir redessiner tous vos murs. Donc là, je le remets correctement et je vais vous montrer un peu des petits schémas afin d'éclaircir peut-être ces notions. Donc là, évidemment, on voit un bâtiment et les niveaux comme je viens de vous l'expliquer. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est par rapport au niveau de construction. Donc, c'est les niveaux de référence qui sont par rapport à l'étage 0. Ici, on a donc notre niveau, notre étage 0 et des décalages en fonction des éléments. Par exemple, comme nous avons vu tout à l'heure, pour fonctionner au mieux avec les styles de murs, etc., nous avons par défaut déterminé des décalages, par exemple construction bas et construction haut et construction bas. Nous avons déjà déterminé que c'était 15 ou 39 cm, etc. de décalage. Si on souhaite modifier ces hauteurs et ces données, ça pose aucun souci parce que tous les styles, ici on voit que j'ai modifié certaines données décalage, notamment les fondations haut et fondations bas. Pareil pour la partie intérieure, elle est un peu plus haute. Donc le fait de modifier directement depuis les étages ces valeurs, tous les styles de murs, de plancher et de fondation vont adapter leur hauteur en fonction de ces données. Alors, je retourne à mon dessin. Alors, je pense... oui, je vais pouvoir passer à la suite. Je sélectionne mes murs. Alors, lorsqu'on sélectionne ces murs, on peut faire comme je viens de faire, simplement avec l'outil sélection, faire un carré tout autour de l'ensemble de mes murs. Parfois, il y a d'autres éléments qui se trouvent un peu à droite, à gauche et que l'on n'a pas envie de sélectionner. Dans ce cas-ci, on serait tenté de simplement sélectionner un mur, puis avec la touche majuscule, sélectionner la suite des murs qui nous intéressent.
Il y a un autre moyen pour gagner un peu de temps, c'est je sélectionne un premier élément, en l'occurrence ici un mur, et je vais dans le menu édition et je vais demander à sélectionner des objets connectés. Et là, on voit que bien que tous mes murs sont sélectionnés, ça peut faire éventuellement gagner un petit peu de temps. Ici, je vais copier ces murs. Je vais me mettre directement dans le calque 01 mur. Toujours dans édition, je vais coller à l'emplacement. Il y a un raccourci à connaître pour cela, pour gagner un petit peu de temps. Coller à l'emplacement, ça me permet bien de coller exactement à l'emplacement de l'objet que j'ai copié. Et donc ici, mes murs vont s'aligner directement. Si je mets afficher tout, on voit que j'ai déjà mes 2 niveaux. Pour mes fondations, je vais me remettre en grisé à tirer. Si je mets à nouveau coller à l'emplacement, eh bien, je me retrouvais donc avec 2 fois le style de mur de tout à l'heure. Ce n'est pas ce que je recherche, mais par contre, ce que je peux faire, c'est sélectionner mes 4 murs et demander à remplacer le style de ce mur. En l'occurrence, ici, je vais chercher dans les fondations et oui, on va prendre une semelle. Oh non, on va d'abord prendre un mur de fondation. Je vais garder l'alignement axial par rapport au mur. Je fais OK. Et tout de suite, ici, on voit que donc mon mur de fondation est à la bonne hauteur. Ça aussi, c'est lié par rapport à son style et donc aux étages. Parce qu'on voit bien ici donc, que mes 3 calques 00 sont tous liés au même étage. Et donc c'est bien parce que mon mur de fondation est bien relié à au niveau de référence de construction correct que sa hauteur est correcte. À nouveau, je sélectionne, je copie et je colle à l'emplacement. Ici, on ne voit pas la différence parce que c'est exactement le même mur. Mais j'ai tout de suite mes 4 murs qui viennent d'être collés sélectionnés. Je vais dans Style, je remplace et là, je vais mettre une semelle de fondation. Je sélectionne et je fais OK. Alors, étrangement, on voit que en 3D, ma semelle de fondation se place bien en dessous de mon mur de fondation. Mais pourtant, en 2D, dans ce cas-ci, c'est bien la semelle de fondation qui est au-dessus. Pour régler cela, je vais pouvoir... Dans ce cas-ci, je vais sélectionner un à un les murs et faire un clic droit, envoyer vers l'arrière-plan. Par convention, sur Vectorworks, le dernier élément arrivé se place au-dessus des autres sur le plan, en tout cas sur la représentation 2D. Donc ça, pour corriger ce type d'erreur de représentation, il va simplement falloir sélectionner les éléments que l'on souhaite envoyer en avant-plan ou en arrière-plan. Donc voilà, on a bien dessiné nos murs et nos fondations. Ici, par défaut, eh bien, j'avais un style de... Alors, je vais me mettre en édité. J'avais un style de brique qui était par défaut sur mon style de mur. Si je souhaite modifier la texture qui est apparente en 3D, etc., je vais pouvoir regarder, eh bien,
on va tout de suite vous regarder dans le style de mur. Le composant en question, je vais regarder dans son édition et je vois qu'il a une texture qui lui est attribuée ici. Si elle ne me plaît pas, je peux toujours chercher dans la bibliothèque Vectorworks une texture qui me paraît plus pertinente. Afin de ne pas chercher trop longtemps dans toutes les options, on peut éventuellement faire une recherche en haut ici. Cette case de recherche est toujours disponible, donc que ce soit lorsque vous cherchez une ressource à partir d'un outil ou lorsque vous cherchez une ressource depuis le gestionnaire de ressources. Donc en l'occurrence, ici, on peut directement choisir une texture qui nous est proposée. Ce qui est important de connaître, c'est ici dans Fichier, Importer mTexture. Cela va ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de nous mettre en relation directement avec le site mTexture et d'importer tout de suite les textures qui nous intéressent. Si je sélectionne une texture, en l'occurrence ici ce bardage, on va voir tout de suite l'option texture CAO BIM. Et si je clique là-dessus, je ne vais pas le tenter aujourd'hui parce que comme nous sommes en webinaire Zoom avec la connexion Internet, ça risque de ne pas très bien fonctionner. Donc je vous montre juste que c'est une possibilité. Mais l'avantage de passer directement par importer mTexture, c'est que tout de suite, en cliquant là-dessus, vous allez retrouver la texture en question dans votre gestionnaire de ressources. Donc, maintenant, je passe au fichier suivant où on a un petit peu plus avancé dans les détails. Notamment, on a changé la texture du mur et on a réalisé les murs intérieurs. Maintenant, il est temps de dessiner le plancher et la toiture. Alors, le premier plancher, eh bien, je vais me mettre dans cette vue enregistrée. Je vais activer le plancher 00 et je veux voir quand même en affiché, étiré, édité. À force de connaître Vectorworks, vous allez être plus à l'aise avec toutes ces notions et comment vous voulez travailler. Ici, voilà, je sais que pour faciliter mon travail, je vais me mettre dans cette vue-ci. Donc, je vais activer le calque sur lequel je souhaite travailler et je vais demander à voir les éléments sur le calque qui vont m'aider à dessiner mon élément. Et je vais me mettre dans l'option Afficher, attirer, éditer. Ce qui va nous intéresser, c'est l'outil plancher. L'outil plancher, un peu comme l'outil mur, il a différentes options d'utilisation. La première option d'utilisation, c'est d'après les murs, où je vais sélectionner les murs qui vont qui vont déterminer la surface de mon plancher. Je vais également pouvoir tout de suite déterminer un style de plancher. Ici, je vais plutôt prendre le style constructif ourdi. Je sélectionne. Ensuite, je clique sur les 4 murs qui m'intéressent et je fais valider. Tout de suite, j'ai mon plancher qui s'est mis sur le calque actif, donc 00 plancher. Je vais faire la même chose, je vais me placer donc sur le calque 01 plancher et je vais demander à voir le calque 01 mur. Je réitère la même opération. Je sélectionne les 4 murs qui m'intéressent. Je vérifie bien que le style de plancher est celui concerné et je valide mon choix. Et en 3D, on voit que j'ai bien le plancher qui s'est placé.
Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais retourner sur les explications, des planchers. Également pour les styles de plancher, lorsque vous allez ouvrir l'édition style de plancher, vous allez voir que pour chaque élément, vous allez pouvoir déterminer à quel moment le plancher va s'arrêter. Si il se place, sur la face extérieure du composant principal ou autre. Donc là, on voit sur ce schéma-ci que donc on a la face intérieure du mur, la face extérieure du composant principal du mur et la face extérieure du mur. Le fait de faire attention à ceci, au début, vous n'aurez pas à faire attention à ceci parce que les planchers que vous allez utiliser sont déjà pré-réglés. Mais plus tard, lorsque vous ferez attention à ceci, cela va permettre, alors, oui. Oui, excusez-moi, cela va permettre à ce que les murs se placent correctement. Vous voyez qu'il y a une encoche qui a été correctement faite à partir du moment où on a placé notre plancher. Je retourne à mon dessin et maintenant je vais pouvoir mettre le plancher de finition. Ce sera toujours avec l'outil plancher, mais cette fois-ci, je vais utiliser le mode d'utilisation d'après-remplissage et je mets le style qui convient. Ici, c'est un style parquet. Je clique comme pour déverser une matière à l'intérieur d'une surface et j'ai mon plancher qui est visible. L'intérêt, alors je vais le mettre ici en grisé. Alors si je le mets, si j'enlève la visibilité du calque 0,1 mur, on voit bien donc que les finitions se sont correctement placées par rapport aux différents murs. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces planchers sont liés à la position des murs en question. Si je déplace le mur ici, les planchers, notamment surtout de finition ici, qui sont liés à ce mur, vont également se modifier et modifier leur surface. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire le toit. Donc, je me mets dans cette vue-ci. Je vais sélectionner les murs qui m'intéressent et je vais aller dans le menu Architecture et cliquer sur la commande Créer une toiture complète. Une fenêtre va s'ouvrir avec beaucoup de paramètres. Vous avez ici une légende qui vous permet de mieux comprendre à quoi correspondent ces différents paramètres. Après, en connaissant votre projet, vous connaîtrez quelles sont les valeurs à rentrer. Ici, je vais rentrer les valeurs qui m'intéressent. Top. Je vais faire attention à placer ma toiture sur le bon calque. Et on va tout de suite voir pourquoi c'est important de vérifier cela. Je vais mettre ma toiture sur le calque 013. La classe, je ne vais pas y toucher. Par contre, le style, je veux bien vérifier que ça correspond au style que je souhaite utiliser. Et je vais cliquer sur OK. Tout de suite, une toiture complète a été réalisée. Mais pour l'instant, ce n'est pas très convaincant. Les murs ne se sont pas adaptés comme il faut, etc. Pour modifier cela, la première chose, je vais modifier l'allure de ma toiture comme je le souhaite. Notamment ici, je vais modifier le style de charpente. Pour cela, on voit que lorsque je sélectionne mon mur, j'ai des petites icônes bleues de contrôle qui apparaissent. Si je clique sur ces icônes bleues,
on va me proposer de déterminer quel type de charpente je souhaite. Ici, je veux en pignon et je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais activer le calque 01 mur. On voit que mes murs se sont plus ou moins adaptés, mais que ça reste encore un peu malheureux. Pour modifier cela et rendre ça un petit peu plus heureux, je vais sélectionner tous les murs en question. Hop, hop, hop. Et je vais me rendre toujours dans le menu Architecture et cliquer sur la commande Joindre les murs aux objets. Une fenêtre va s'ouvrir et c'est là qu'on voit pourquoi c'était important de placer la toiture sur le calque 01 toit. C'est parce qu'on demande donc de joindre le haut du mur à des objets qui se trouvent sur un calque. Si ce n'était pas une toiture, ça pourrait être autre chose. Mais en l'occurrence, ici, on a placé un élément de toiture sur ce calque et on souhaite que nos murs s'adaptent en fonction de cet élément. Je clique sur OK. Et alors là, il faut être un petit peu patient parce que ça peut demander un petit peu de calcul, surtout que j'ai sélectionné pas mal de murs. Donc, je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau. Et on va espérer que ça ne dure pas trop longtemps. Donc voilà. Il ne faut pas désespérer, ça arrive toujours à point, mais il faut parfois être un petit peu patient. Voilà. Donc, on a déjà demandé une première modification. Et on voit qu'il y a encore quelques petites retouches qui sont nécessaires. C'est tout à fait normal. Parfois, il faut redemander simplement au logiciel de recalculer si on voit qu'il y a encore des situations malheureuses. La première chose que je vais faire, c'est inclure ces deux bouts de mur que je n'avais pas inclus tout à l'heure. Pour les inclure, il va falloir que je modifie ici ma toiture. Pour cela, en 2D, je vais cliquer sur l'outil Ajustement. Je sélectionne un point de contrôle et je déplace ma toiture. Donc là, on voit que ça m'a permis de déplacer en tout cas le composant de finition de la toiture jusqu'à l'endroit souhaité. Je vais sélectionner la toiture en question, me tourner vers la palette Info Objet et ici, jointure de mur, je vais demander de sélectionner les murs à joindre. Les murs sélectionnés vont être en surbrillance rouge et je vais cliquer sur la flèche ici pour valider mon choix. Et maintenant, donc, nous avons 6 murs qui sont liés à ma toiture. Si je vois qu'il y a encore des petites choses qui ne fonctionnent pas, je peux délier les murs et resélectionner les murs qui sont à joindre. En l'occurrence, ici, on va sélectionner tous les murs extérieurs. Et je vais revalider mon choix.
je pense que j'ai un petit souci avec mon plugin. Peut-être ici. Voilà. Donc voilà, on a vu donc comment utiliser déjà l'outil toiture, plancher et les murs et comment les utiliser correctement avec le fichier modèle BIM-BE. On a introduit également les notions d'étage et de style de mur, style de plancher pour que vous vous sentiez plus à l'aise par rapport à ces principes. La semaine prochaine, nous allons aller un peu plus en détail, voir comment pallier un petit peu certains détails techniques. Et surtout, nous allons nous concentrer sur tout ce qui est menuiserie et escalier, etc. Là, ce sont des outils qui sont complexes et j'espère que la semaine prochaine, nous allons réussir à les simplifier afin que vous puissiez profiter pleinement de la puissance de ces outils. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez profité. Je vais laisser la parole à mon collègue Olivier. Merci Anaïs. Donnez-moi quelques secondes et je suis à vous. Voilà, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Voilà, ce séminaire de ce jour est présenté Société Design Express. Design Express est le distributeur officiel du logiciel Vectorworks pour le Benelux, la France et la Pologne. Notre société compte plus de 75 collaborateurs et toujours à la recherche de nouveaux talents. Nous servons plus de 20 000 clients dans le secteur de l'architecture d'intérieur, les paysagistes et le monde du spectacle, ainsi que le monde événementiel. Design Express propose la localisation du logiciel en plusieurs langues, la commercialisation de celui-ci et la formation et le support après-vente. Nous espérons que ce second séminaire vous a plu. Nous allons passer à présent à la séance des questions-réponses qui sera animée par mon collègue Adam. Adam, je te passe la parole. C'est à toi. Eh ben, merci Olivier. J'espère que vous avez bien profité. On va donc passer en fait aux questions-réponses, enfin du moins aux questions. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir y répondre correctement. Alors, je regarde rapidement en fait parmi les différentes questions qui ont été posées. Nous avons donc, par exemple, une personne en fait qui nous demande en fait comment implanter les repères en fait différemment des axes, puisque en fait apparemment par défaut les repères en fait d'insertion de murs sont placés sur les axes. Il y a deux réponses possibles, ou du moins il y a une réponse faite de deux arguments possibles. Qui sont premièrement à l'insertion d'un mur, comme vous l'a expliqué Anaïs en fait pendant sa présentation. Vous avez possibilité donc de définir le composant principal du mur, et donc les murs en fait vont s'aligner en fonction de ce composant. D'autre part, donc ça c'est défini dans le style du mur en fait, par la petite coche en fait à placer sur le composant qui va servir de composant principal. D'autre part, quand vous insérez donc votre mur, vous avez trois modes proposés qui sont le haut du composant, l'axe du composant ou le bas du composant dans les modes en fait d'insertion du mur. Et donc par le mix en fait de ces deux fonctionnalités, vous allez pouvoir placer votre mur correctement. J'espère avoir répondu, on va dire, précisément à la question. Ce n'était pas évident à répondre, ou du moins clairement. Est-ce que j'ai Alors, je vois une seconde question. Les lignes de grille sont sur un étage, donc un plan. Comment tenir les mêmes axes sur tous les plans?
Dans ce cas-ci, je vous conseillerais plutôt, comme donc le fichier qui a été mis en exemple, c'est plutôt d'avoir un calque dédié uniquement pour vos axes, donc les lignes de grille, et le mettre en grisé afin que vous ayez toujours accès bien aux attirances qui sont liées à ces mêmes grilles. Plutôt que de copier-coller ces grilles sur tous vos calques, donc tous vos étages, je pense que ça vous fera gagner du temps et ce sera peut-être plus efficace comme cela. Après, rien n'empêche, si vous avez par contre bien des lignes de gris très différentes d'un étage à l'autre, dans ce cas-ci, ça peut être intéressant de les copier-coller et de les modifier en fonction des étages et des calques. Sinon, si c'est identique, eh bien, tout simplement, on va le mettre sur un calque en grisé, histoire qu'on y ait accès en tout temps. Merci Anaïs. Alors une autre question peut-être. Les étages sont-ils donc fournis, enfin du moins disponibles, uniquement sur la version Archi ou pas? Pardon, excuse-moi. Alors, les étages, en fait, sont-ils disponibles uniquement dans la version architecture de Vectorworks? Il me semble que oui. Il me semble bien que les étages, c'est une notion qui est uniquement avec Vectorworks Architecture ou Vectorworks Studio, mais que pour les autres versions de Vectorworks, c'est un outil qui n'est pas intégré. Eh ben, La version de base est plus limitée, aussi bien au niveau des formats d'import, d'export que des outils et des bibliothèques. Donc effectivement, on a tendance à conseiller nos clients d'aller vers cette version-là si vous êtes dans ce domaine. donc je rappelle en fait que c'est dispo effectivement sur la version architecture ou sur la version studio, hein. Puisque la version studio, c'est on va dire la version complète, rassemblant toutes les versions. Une autre question, comment positionner les fondations à un niveau de sol et créer des fondations spéciales avec leur niveau? Donc là, en fait, tout simplement grâce aux étages hein, et au niveau de référence, puisque en fait, vous allez pouvoir définir un niveau spécifique en fait, pour vos fondations. Donc un étage fondation qui sera décalé, on va dire, enfin qui sera à une altitude propre. Et donc les niveaux en fait, qui vont correspondre à ces fondations en fait, que vous allez pouvoir récupérer en fait, dans vos styles de mur, tout simplement. Donc là, en fait, ça ne change pas, en fait, si vous voulez, dans la notion en fait, de niveau, ça ne change pas en, fait, en termes de style. C'est simplement que le style de mur que vous allez utiliser est un petit peu différent des murs que vous allez utiliser autre part. Oui, comme j'ai pu le montrer, je suis passée un petit peu vite là-dessus tout à l'heure. Mais donc, comme a expliqué Adam, si vous avez un niveau spécial, donc qui ne correspond pas à ce qui vous est proposé par défaut, vous allez pouvoir simplement, donc par rapport au niveau, en l'occurrence, là, ce sera l'étage 0, et vous allez pouvoir rajouter vous-même ce niveau de référence, ce décalage spécial. Donc, si votre fondation spéciale est à moins 1 mètre, moins 1,20 m ou quelque chose comme cela, vous allez pouvoir créer ce niveau de référence en l'appelant comme vous le souhaitez, par exemple niveau de fondation spéciale ou fondation spéciale, et donc ensuite, avec le style de mur, travailler pour que bien, tout concorde et tout fonctionne main dans la main. Évidemment, ça demande un petit peu de gymnastique, de travailler avec l'un et l'autre, mais une fois que vous auriez bien compris la relation entre les deux, vous pourrez adapter en fonction de toutes les exigences de chaque projet. Alors, j'ai donc une autre question concernant donc, alors,
un spectateur anonyme donc, qui nous dit impossible d'afficher l'explorateur de documents pour voir les calques sans passer par le menu organisation des calques. Donc la personne me dit qu'il est en mode démo 2021. Donc je pense qu'il cette personne n'a pas affiché en fait l'explorateur à partir de son menu palette. Donc je rappelle en fait la procédure. Vous allez donc dans le menu écran, puis vous sélectionnez le sous-menu palette et là vous cochez explorateur. Alors, on nous demande si on a une archive du premier épisode. Alors, oui, chaque épisode qui est diffusé dans cette série de webinaires est enregistré. Et après chaque diffusion, un email vous est envoyé avec donc un lien vers les vidéos qui ont été enregistrées et avec des fichiers éventuellement pour vous entraîner ou pour regarder d'un peu plus près le modèle qui a été réalisé. Donc, vous aurez accès bel et bien donc, à tous les épisodes enregistrés si vous êtes inscrit au webinaire. Encore un peu de patience, mais Louise fait le nécessaire. Voilà. J'ai une petite question sur les éléments sculptants. Comment peut-on créer une niche dans un mur, Anaïs? Une niche? Ouais, une cavité quoi, dans le mur. D'accord. Alors, je vais vous montrer mon écran tout de suite. Écoutez, je vais prendre ceci. J'ai déjà quelques murs dessinés. Je vais me mettre en 3D. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré, on va dire, la méthode un petit peu facile, débutant, avec les outils 2D pour modifier l'allure du mur. Donc, on partait directement du plan 2D. Pour créer une niche, moi, ce que je ferais, c'est que je vais peut-être partir du 2D avec l'outil 2D ici. Je vais dessiner l'allure de ma niche. Par contre, je vais retourner en 3D. Mon petit... tu n'affiches pas les éléments 2D, je pense, dans ta vue 3D. Ah oui, bon, j'ai modifié mes paramètres par défaut. Donc, je vais passer autrement. Je vais tout de suite créer ma niche, ou en tout cas l'allure, le volume que doit représenter cette niche. Pour cela, c'est un petit peu comme je vous ai montré la semaine dernière, c'est avec les outils 2D, lorsque je viens de dessiner un élément 2D, je peux tout de suite l'extruder. Si jamais je n'ai pas cette possibilité parce que j'ai dessiné autre chose entre-temps, dans la palette d'outils modélisation 3D, j'ai l'outil extruder qui va me permettre de tout de suite pouvoir donner une hauteur à cet élément. Là, je vais cliquer sur la touche Tab et je vais mettre une hauteur par exemple de 50 cm. Et je vais devoir placer correctement ensuite ici, voilà, j'ai ma niche. Par contre, elle traverse, on voit, elle traverse tout mon mur. Si ce n'est pas ce que je recherche, je peux la déplacer. Pour déplacer précisément, je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser l'outil translation-duplication, où on n'est pas obligé de dupliquer, on peut simplement utiliser le premier mode qui me permet de déplacer et où je vais pouvoir cliquer précisément sur le point où je souhaite déplacer mon objet. Pareil ici, si je souhaite déplacer un peu plus précisément en hauteur, voilà, j'ai placé. J'ai donc mon volume que je sélectionnais. Je vais sélectionner également mon mur.
Et là, par contre, je ne sais pas si... Oui, en faisant un clic droit, on va avoir l'option retrancher les volumes. C'est la même chose. Juste, si tu fais ça, je pense que ton mur, en fait, ne sera plus un mur. Oui, alors effectivement, voilà. Il C'est va la grande falloir différence. retrancher l'élément sculptant, en fait, du mur. Ouais, on va plutôt aller dans l'architecture, alors, et retrancher l'élément sculptant du mur. Comme dit Adam, la grande différence entre les deux, c'est que si je fais directement un clic droit, mon mur ne sera plus un mur, mais sera simplement une représentation, un volume. Ça peut être embêtant lorsque on dessine en architecture, donc on va plutôt préférer aller dans le menu et retrancher l'élément sculptant du mur. On va faire OK. Et donc là, on voit l'élément sculptant du mur qui est bien mon volume, et j'ai pu le placer comme je le souhaitais, et ça a enlevé la matière, donc la partie du mur que je souhaitais. C'est un peu... C'est différent, c'est un autre procédé que celui que je vous ai montré, mais c'est tout à fait possible. Par contre, là, il faut faire attention, effectivement, à aller bien dans le menu architecture pour cela. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si Olivier peut reprendre sa présentation. Je pense qu'on n'a plus de questions, apparemment. Bon, mais je vais reprendre alors un peu la parole. Alors, voilà. Donc, si certains d'entre vous utilisent une version standard de la version 2021 et qu'ils voudraient juste tester la version architecture, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Nous leur ferons parvenir un code démo qui permettra d'utiliser celle-ci pendant 30 jours. Merci d'envoyer votre demande à l'adresse service-client@designexpress.eu avec dans l'objet de votre demande démo 2021. Je voulais vous remercier à tous et toutes d'être aussi nombreux à suivre ce second séminaire et nous espérons vous revoir la semaine prochaine. Et le thème de la semaine prochaine, ce sera les éléments de menuiserie, comment utiliser les bons outils. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de la part de mes collègues aussi. J'espère que ça vous a plu. Et pour les questions qui étaient un peu plus complexes, on prendra le temps de répondre par mail avec vous. À très bientôt. Je tenais aussi à vous remercier. Donc, comme Olivier vous l'a dit, donc pour les questions un peu plus pointues, alors n'hésitez surtout pas à nous envoyer en fait des tickets par le biais du formulaire d'assistance dans l'aide en fait du site web de Design Express. Donc, on se fera un plaisir en fait de vous y répondre. Voilà, n'hésitez surtout pas, hein, on est là pour ça. Du moins pour vous accompagner en fait dans la découverte ou dans l'approfondissement, on va dire, des connaissances de Vectorworks. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère vous revoir donc très bientôt en fait lors du prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous.